toutes et à tous. Donc cette présentation concerne la contamination dans l'environnement à proximité du site de Tchernobyl. Bon, le sujet peut être très, très vaste, il peut être abordé de multiples façons. Moi, j'ai choisi de vous montrer d'abord quelques cartes, histoire de vous sensibiliser à l'importance des dépôts et du type de dépôts, notamment ceux qui ont concerné la zone proche du réacteur. Donc cette carte éditée en son temps par les commissions européennes, je crois que vous la connaissez assez bien, elle reflète l'hétérogénéité des dépôts qui ont caractérisé la contamination en Europe, et le plus souvent en lien avec le lessivage par les pluies des nuages radioactifs. Si on se rapproche un peu de la zone du réacteur, avec un petit focus ici sur la CEI, on s'aperçoit qu'à peu près les mêmes phénomènes de lessivage des nuages ont beaucoup influencé également les dépôts, avec 3 spots importants, une zone centrale près de Tchernobyl, une zone fortement contaminée au nord de Gomel, et une autre zone en Russie à l'est de Bryansk. Si on zoome encore pour se rapprocher de la zone du réacteur accidenté, on s'aperçoit que la trace des dépôts radioactifs reflète davantage les relâchements liés à l'explosion et à l'incendie du réacteur, en fait particulièrement caractérisés par des dépôts secs particuliers. Ce sont ces dépôts secs qui font la grande spécificité de la contamination dans l'environnement proche de la centrale. Donc on distingue assez bien le panache ouest, qui est lié à l'explosion du réacteur le 26 avril, et d'autres panaches au nord et au sud, plutôt liés à l'incendie du réacteur. Environ 70 à 80% des dépôts particulaires sont concentrés dans la partie centrale de la zone d'exclusion, qui représente 10% de la superficie totale de la zone. Donc ça indique aussi l'importance de la contamination et sa concentration dans cette zone proche du réacteur. C'est ici assez bien illustré par une carte de dépôt du plutonium, élément peu volatile qui a été fortement associé à ces dépôts particuliers. On distingue de nouveau le panache vers l'ouest, vers le nord et le sud. Nos collègues ukrainiens ont dépensé pas mal d'énergie pour caractériser les formes, le type de particules. Ils ont notamment démontré que pas mal de radioéléments, zirconium, niobium, molybdène, jusqu'à plutonium, américium, étaient exclusivement liés au relâchement de particules, et le strontium également, à 90%. Bon, on sait que le césium, élément plus volatile, ainsi que l'iode, eux, ont pu être volatilisés, s'absorber sur des particules de ce type-ci, mais aussi beaucoup plus fines, et être émises à beaucoup plus longue distance. Donc pour ce qui est des particules qui caractérisent la zone d'exclusion et la zone proche du réacteur, on distingue en général 2 grands groupes de particules, des particules de combustible non oxydées, principalement formées lors de l'explosion. Donc ce sont des éléments de combustible éjectés, relâchés et éjectés hors du réacteur, et des particules oxydées de combustible formées pendant l'incendie comme un résultat de fusion du combustible avec des éléments de structure, les gaines de zirconium, etc. Et ces particules, une fois émises dans l'environnement, vont être soumises à l'altération naturelle. Un impact sur la mobilité, notamment du strontium 90, qui était associé à ces particules, a été caractérisé par le collègue De Vier et al. De l'IRSN. Ils ont montré que 30 à 60% de ce strontium était associé à des particules du O2 non oxydées, à dissolution lente, mais certaines, puisque d'autres études ont montré, si je me souviens bien, qu'après 10-15 ans, on pouvait avoir un relâchement quasi total du strontium 90 lié à ces particules. Une autre fraction concerne des particules beaucoup plus stables, de type zirconium, uranium oxyde, et qui contiennent une proportion moindre de strontium et qui sont moins soumises à l'altération.
Donc là, vous avez, pour indiquer, vous avez ici un élément de combustible sous forme de particules, et ici des surfaces beaucoup plus tourmentées, beaucoup plus hétérogènes, des particules oxydées. Suite à ces relâchements, donc pas seulement le dépôt particulaire, mais aussi les gaz nobles, l'iode, le césium, dans le panache notamment, donc les nombreux dépôts radioactifs initiaux ont causé le dépérissement des conifères. Donc ces photos illustrent les conséquences de ces panaches, avec comme résultat une mortalité assez importante des conifères, plantes assez sensibles, enfin parmi les plus sensibles aux radiations, et qui auraient absorbé des doses supérieures à 10, voire 60 grès, sans doute aussi à un moment au printemps où elles étaient pas le plus exposées, mais le plus sensibles. Donc ici, vous avez en photo une illustration du dépérissement dans le panache ouest, avec cette couleur typique rougeâtre qui a d'ailleurs donné son nom au site de la Forêt Rouge. On estime qu'environ 1500 hectares de forêt ont été sévèrement affectés par les radiations, avec des dépérissements importants, donc ça inclut la Forêt Rouge. Cette photo satellite, je crois que c'est celle d'un satellite américain, a été prise en 1987. Elle montre au moins deux choses. On voit bien ici dans les traces orange et jaune les dépérissements, un petit peu au sud également, mais il y a déjà ces zones rouges qui semblent être des zones forestières, mais mises à blanc suite aux travaux de décontamination par les autorités sur place. Donc ces travaux de décontamination ont consisté principalement dans le décapage des sols de surface et dans l'abattage des arbres contaminés, morts, et dans l'enfouissement de ces matériaux dans des tranchées en surface, des tranchées de 2-3 mètres, donc pas très profondes, avec une couverture de sol peu épaisse. Et en fait, enfin, ce site, ces tranchées, ont été revégétées. Tout simplement, ce n'est que du bon sens, hein, c'est pour éviter des remontées de nappes, stabiliser l'hydrologie du site, protéger les travailleurs sur place de phénomènes de resuspension qui peuvent être très dommageables vu la contamination sur place. Et donc voilà, c'est ça le site de la Forêt Rouge. Donc c'est aujourd'hui à peu près 450 hectares, avec de fortes contaminations en césium, strontium et plutonium, environ 200 tranchées et une nouvelle végétation qui a été établie et qui a pu se développer par la suite. Vous avez ici une vue générale de ce site de la Forêt Rouge. Donc j'ai mentionné la contamination importante, des tranchées peu profondes, des particules chaudes sensibles à l'altération, donc à la remobilisation des éléments. Donc tout ça, c'est source de questionnement sur la redistribution de la radioactivité, pas seulement au sein des tranchées, mais aussi vers la nappe, voire même vers la nouvelle végétation qui a été établie après restauration du site. Donc on s'est intéressé à ce site en coopération avec des collègues ukrainiens et de l'IRSN. On s'est plutôt, nous, focalisé sur le transfert à la végétation avec deux questions. Une fois la nouvelle forêt installée, quelle est la capacité des arbres à extraire la contamination des tranchées et quel pourrait être l'impact à long terme de ces nouvelles forêts sur les recyclages des radioéléments. Donc on a fait une comparaison entre de la végétation qui croissait directement sur les tranchées avec la végétation qui avait été établie mais qui croissait en dehors de la zone de tranchée. Un premier inventaire, donc fait à partir d'échantillonnage d'arbres représentatifs, mesure des concentrations, des biomasses, nous a donné les résultats suivants. La contamination en strontium 90 était environ 10 fois plus élevée que celle en césium 137. Donc là, je parle de la contamination totale dans la végétation. Ce qui est assez surprenant puisque les tranchées étaient 2 fois moins contaminées en strontium qu'en radiocésium.
Environ 80% du strontium était localisé dans les organes ligneux. C'est assez normal dans la mesure où son analogue, le calcium, est connu comme un élément très important pour la constitution des parois cellulosiques. Et 46% du radiocésium était plutôt localisé dans le feuillage, ce qui est aussi normal, le césium étant un analogue du potassium très important pour la photosynthèse et la pression osmotique dans la végétation. Donc au total, on a estimé que 15 ans après la revégétation du site, on avait déjà plus de 2% de strontium extrait de la tranchée et accumulé dans la végétation, soit environ 10 fois plus que pour le césium. Donc il y avait déjà une évidence d'un transfert vers la biosphère et via l'extraction par la végétation, en particulier pour le strontium 90. Pardon. Vous avez compris d'où je viens. On s'est également attaché à décrire le fonctionnement de ce site en termes de flux de strontium, c'est-à-dire les flux liés au cycle biologique. Donc sur base des concentrations et d'une bonne compréhension du turnover de la biomasse, on s'est proposé de décrire le cycle biologique du strontium avec 3 flux principaux. Les besoins, donc c'est la partie des éléments qui va être transférée vers les nouveaux organes chaque année en croissance. Donc vous voyez, on parle ici de gigabecquerels par hectare. On a également le prélèvement, donc c'est le flux qui reflète l'extraction directe de la tranchée via l'absorption racinaire et le transfert à la partie supérieure de l'arbre. On a des transferts supérieurs aux besoins. Ça pourrait paraître étonnant, mais c'est assez similaire à ce qu'on observe pour le calcium. Donc on appelle ça une consommation de luxe. Mais les arbres ont mis en place des phénomènes, des processus de transfert interne qui leur permettent de relocaliser les éléments en excès vers les organes sénescents. En somme, la partie du prélèvement, une partie est immobilisée principalement dans la biomasse ligneuse de la végétation, et une autre partie principale et majoritaire est retournée au sol. Et ces flux seront très importants par la suite pour modéliser ou simuler l'évolution de ce type de site avec le temps. Une comparaison de l'amplitude de ces transferts avec ce qu'on connaissait quant au lessivage au sein de la tranchée semblait particulièrement intéressant. Il a été démontré qu'apparemment les transferts par la végétation ne sont pas du tout négligeables, voire même supérieurs à ceux de la migration suite à la percolation au sein de la tranchée. Si on se réfère aux propositions de notre collègue de Vierre, 2 à 7% de l'inventaire initial était présent dans la nappe sous-jacente. On en a déduit un taux de migration annuel d'environ 0,1 à 0,5% par an. Or, nous avons un prélèvement d'environ 0,8% par an, 15 ans après la revégétation du site. Et de notre point de vue, la différence pourrait augmenter avec la croissance du peuplement du fait de la production de biomasse particulièrement importante à cet âge du peuplement. Une étude assez récente va assez dans le même sens. Elle est particulièrement intéressante. Elle a été menée de nouveau par des collègues de l'IRSN en collaboration avec des collègues ukrainiens. Ils ont fait un constat et identifié 3 conséquences. Ils ont mesuré, sur une période de 20 ans, ce qui n'est pas négligeable, une diminution importante de la concentration en cations majeurs, calcium et strontium stable, au sein de la tranchée, et ont mis ça en relation avec une augmentation du KD du strontium dans la tranchée, mais également dans les sables de l'aquifère. Ils ont identifié une diminution de la concentration en strontium de l'eau du sol, et finalement une atténuation du processus de migration en profondeur, ce qui va plutôt dans le bon sens d'une stabilisation de la mobilité des contaminants. Pour ce qui est des transferts à la végétation, la comparaison n'avait pas pu être faite, mais on peut suspecter une tendance inverse dans la mesure où le développement en biomasse va rester important encore pendant plusieurs années, et on est maintenant aussi dans un environnement chimique favorable, avec peu de compétition entre les éléments stables et le strontium 90 à l'interface sol-racine.
Les flux que j'ai évoqués précédemment concernant l'extraction, le prélèvement racinaire par la végétation dans les tranchées, l'immobilisation, les retours au sol, on les a utilisés pour simuler l'évolution de la contamination dans un peuplement, on va dire, idéal qui se développerait sur une tranchée. On a déduit que 75% du pool de strontium de la tranchée pouvait être extrait par la végétation. C'est important, et qu'environ 30% pouvaient être accumulés dans la biomasse des arbres. Bien sûr, il faut tenir compte également de la décroissance radioactive, et c'est intéressant parce que ça nous indique qu'une fois qu'on tient compte de cette décroissance, on arrive à un maximum de contamination de la végétation. Il était attendu environ 40 ans après les plantations, donc ben, c'est dans les années actuelles, hein. Et on a déduit qu'environ 20% du pool de la tranchée pouvait être extrait par la végétation, 7% serait accumulé dans l'arbre, le reste étant retourné au sol par les chutes de litière. Il est difficile de conclure, hein, tant les éléments qui ont caractérisé les études sur cet environnement proche du site sont nombreux. Moi, je ferai plutôt ici un constat. Donc, on est quand même sur un site avec des contaminations extrêmement importantes. Il y a un retour, une recolonisation par la végétation, un retour de la nature important. Ça a été souligné dans de très nombreuses revues de presse, etc. Mais ça correspond également à une nouvelle colonisation par la végétation, soit la végétation déjà mise en place, hein, par les replantations sur les zones des tranchées, mais également par de nouvelles plantes invasives, ou la recolonisation d'espaces abandonnés, les axes, le routier, les coupe-feux, les environnements périurbains. On oublie souvent aussi de parler de la forêt qui est toujours en place et qui n'a plus été traitée depuis une trentaine d'années, avec un risque d'accumulation de bois mort important, et les plantations plus jeunes de l'époque qui ne sont plus entretenues, il n'y a plus d'éclaircies, et cela conduit à une surdensité importante de biomasse contaminée. Dans ces conditions, plusieurs experts s'inquiètent des conséquences radiologiques des feux de forêt qui ont déjà eu lieu et qui pourraient être assez catastrophiques dans le futur. Il y a très peu d'études sur le sujet encore actuellement. J'ai relevé une étude assez réaliste de notre collègue ukrainien Yoshenko, qui a travaillé sur des feux réels et en a déduit qu'environ, par exemple, 4% du césium et du strontium de l'inventaire pouvaient être émis lors de feux modérés, des feux de litière. Par contre, dans d'autres études un peu plus, on va dire, catastrophiques et plus théoriques également, ils estiment qu'une fraction beaucoup plus importante, allant de 20 à 40% de l'inventaire, pourrait être réémis lors de feux de canopée, lors de sécheresses importantes. On s'occupe de cette zone, mais je crains que ça ne fait que commencer. On a souvent évoqué l'énorme travail qui restait à faire. Moi, j'ai repéré, c'est tout simplement sur Internet, il y a des projets qui émergent, notamment ce projet qui est financé dans le cadre d'une coopération entre les communautés européennes et l'Ukraine, et qui s'intéresse à l'investigation de ces stockages temporaires du site de Tchernobyl. Donc, le directeur de l'étude signale que la tâche sera particulièrement ardue, avec 470 tranchées et décharges, en plus de la biomasse sur pied à caractériser. Ça fait près de 1 million de mètres cubes de déchets radioactifs à traiter dans le futur. Et il tient compte aussi que seulement 70% de la zone a été investiguée, soit 12 km², et il y en a d'autres. Donc l'objectif de cette étude, objectif logique, consolider en premier lieu l'inventaire des déchets de la zone d'exclusion et identifier les options de stockage dans des conditions de sûreté fiables. Voilà, je vous remercie pour votre attention.